Salut les joueurs, bienvenue. On ne va pas faire de politique à Trick Track, mais si vous pensez faire mieux que nos chers politiciens, la boîte de jeux et Origames se sont mis à plusieurs pour vous proposer It's a Wonderful World, qui est un jeu qui vous propose, au moyen de draft et contre-draft de cartes et gestion de ressources, de créer votre Monde parfait. monde parfait. J'allais dire votre dictature, mais si tu veux le prendre sous cet angle. C'est plus ou moins un synonyme. En langage politicien, comme c'est un jeu coédité boîte de jeux et Origames, on a en plus de Benoît Rodolphe. Salutations Rodolphe. Salutations. Et vous êtes venu avec Greg. Salutations Greg. Bonjour. Qui connaît parfaitement le jeu. Oui. Et qui du coup. bout des doigts. Il a tout sur le bout des doigts. Non, on ne spoilera pas la partie que nous avons fait en Trick Track Télé. On est là pour papoter un petit peu de cette actualité. Un jeu de Frédéric Guérard. Oui. Ça tombe bien, on est en live sur les réseaux sociaux, il est avec nous, tant mieux. Qui se joue de 1 à 5 joueurs, entre 30 et 60 minutes en fonction de la connaissance du jeu. C'est illustré par Anthony Wolf et c'est à partir de 14 ans. Ça va sortir en financement participatif à partir du 14 mai 2019. C'est ça. Et ça sortira en version retail dans le début d'année 2020 à 39 €. C'est ça. Voilà. Là, on a dit les éléments un peu globaux, les éléments globaux. Merci beaucoup, Greg. J'avais posé la question, je vais la reposer pour démarrer. Benoît Rodolphe, qu'est-ce qui décide, premièrement, d'une coédition? Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui décide, c'est que là, on a vu Frédéric, avec qui on avait déjà fait deux jeux en coédition. Donc, Ilos et Clash of Rage nous a présenté un proto qui s'appelait Viking. Et on avait joué ensemble une fois à la maison. Et du coup, on a bien aimé. Après, on a travaillé dessus et on a décidé de le faire en coédition. D'accord. C'est notre 5e coédition. 4e, 5e. 4e, ouais. 4e, voilà. Et oui, c'est ça, c'est parce que vous l'avez découvert ensemble, donc voilà, allons-y ensemble. Il n'y a pas ah bah tiens, celui-là, il a besoin de plus de matos, il faut qu'on ait les reins plus solides, on va se mettre à plusieurs. Enfin, voilà, c'est juste circonstanciel. Oui, c'est circonstanciel. C'est circonstanciel. Enfin, puis on avait déjà effectivement l'expérience. On travaillait déjà ensemble sur Clash of Rage et Ilos à ce moment-là. Ilos et Cerber, déjà, on avait déjà Cerber. Ouais. D'accord. Donc voilà, on avait déjà les 3 jeux, alors je ne sais plus lesquels étaient sortis ou pas sortis au moment où on a signé ce jeu-là. Mais voilà, donc ça paraissait assez logique en l'ayant découvert en même temps de le faire ensemble. Et what about Kickstarter? Qu'est-ce qui décide de l'un plutôt que de l'autre? Par exemple, Cerber est sorti en édition classique. Ouais. En édition classique. Maintenant, il va falloir qu'on précise. Édition classique, c'est-à-dire que en boutique, c'est édité, on paye la prod, boum, ça arrive dans les boutiques, et puis les joueurs le découvrent, etc., etc. Là, qu'est-ce qui va faire que ça va être plutôt Kickstarter? Alors, il y a différentes choses. C'est plutôt souvent moi qui propose si on fait un Kickstarter, etc., avec Origames. Et du coup, là, le premier point, c'est qu'il y a un volume d'illustration assez important, parce qu'on en reparlera, mais il y a le jeu qui est ici, qui représente à peu près 90 illustrations différentes. Ensuite, on a les campagnes, les campagnes héritage, qui représentent encore chacune une bonne quarantaine d'illustrations, je pense. Oui. Donc, on est facilement autour de entre 150 et 200 illustrations. Ça coûte quand même très cher en investissement initial. Oui. Et c'est assez compliqué à rentabiliser en sortie boutique directe, au regard du système de marge et tout ça. Et puis après, il y avait donc notamment toute cette partie héritage qui était, en tout cas pour nous, assez ambitieuse et qui demandait beaucoup de travail et que je trouvais intéressante, enfin vraiment forte pour le jeu. Et au final, on ne pouvait pas la faire en boutique normale, puisque comme je t'expliquais tout à l'heure, c'était peut-être hors caméra. Le jeu, donc, il sera proposé à 39 €, mais il y a 2 campagnes héritage qui seront sur le caisse, on pourra expliquer comment elles fonctionnent. Ouais. Et la première, tu vois, déjà c'est 20 €, la deuxième ça aurait été 30 €, donc tout de suite on est sur des chiffres où en boutique c'est un peu compliqué. Tu rajoutes, tu rajoutes. Donc c'est prendre un risque. Et Kickstarter, est-ce que ça veut dire que du coup, cette partie du jeu que sont les campagnes, ça sera seulement pour Kickstarter? Alors on aura un pledge qui permettra de prendre le jeu de base et donc à 35 € à la place de 39 €. Oui. Et un niveau de pledge qui permettra de prendre ce qu'on appelle le pledge héritage, c'est-à-dire le jeu de base et les 2 premières campagnes, donc pour 58 €. Et il y a la première campagne, donc celle qui vaut 20 €, elle sortira dans le commerce après, donc un peu après la sortie du jeu. Par contre, la deuxième, elle sera effectivement exclusive Kickstarter, puisque en y discutant avec les distributeurs, etc., à 30 €,
minimum, c'était minimum pour un prix de vente du jeu de base à 39 €, c'était vraiment un peu compliqué en tout cas en Ouais. circuit classique. D'accord. Alors que là sur KS, le système des marges et puis le fait qu'on puisse voilà, produire un gros volume d'un coup. Et puis en plus, fait que- le jeu se prête bien pour le coup à l'exercice parce Oui. qu'il est très modulaire. Mhm. Donc, effectivement, il se prête à raconter des choses, à faire et puis à faire une belle campagne aussi, parce que ça c'est important. C'était aussi le cas sur Clash of Rage qui était pareil. C'était Possibilité de narrer un peu de quelque narrer, chose. de raconter Ouais. plein de choses. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, effectivement, il y a des investissements qui sont importants. Et en même temps, des jeux qui se prêtent bien à la campagne, à raconter des choses, à les développer. Alors que sur serveur, le jeu était déjà, c'est une espèce de Plus tout vaste clos. Voilà, il est bien fini. Mhm. Hilo, c'est pareil, c'était un jeu qui était bien fini. On avait beaucoup tourné autour pour essayer de trouver des choses. Jusqu'à présent, on n'avait pas réussi à trouver de choses qui nous convenaient. Oui. Donc, on n'allait pas créer de la campagne pour. Oui, faire de la l'idée c'est campagne pas KS, t'as raison, Rodolphe. L'idée c'est pas de faire des choses. C'est pas de faire illusion. Voilà, c'est que c'est des choses où nous on y croit vraiment. C'est-à-dire qu'on les a testées, on y a tous joué. Je me rappelle quand j'ai montré les modes campagne à Greg. Je prends souvent cet exemple, mais il me dit à la fin, il me dit ah ouais, mais je sais pas si je pourrais si je pourrais prendre le même plaisir au jeu maintenant que j'ai goûté à la campagne. Tu vois, j'ai tout le temps envie de jouer le mode campagne, quoi. Ouais, une fois qu'on maîtrise bien le jeu, c'est vrai que les campagnes, elles permettent de toujours garder le même système de jeu, mais d'ouvrir sur plein d'axes possibles. Mais alors du coup, là on est en live. Je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. J'ai presque envie de dire, à ce moment-là, je vais mettre toutes les campagnes dedans, puisque c'est avec les campagnes que le jeu il prend toute son ampleur. Non, on peut pas. Non, c'est pas qu'il prend toute son ampleur, c'est que le jeu déjà tel quel, il a une bonne profondeur, une très grande profondeur de jeu. Ce qui est intéressant sur ce type de jeu, un format assez réduit, mais avec une très grande profondeur et une bonne envie d'y revenir. Mais les campagnes, elles permettent de dévier un peu du cœur du jeu, de proposer d'autres choses, de scénariser aussi, scénariser. et puis d'amener des surprises aussi. Mhm. oui, beaucoup de choses. Voilà, toute l'idée c'est de renverser un peu la façon dont on joue, de se dire tiens, je joue comme ça d'habitude, mais là le scénario fait en sorte que je dois m'appréhender différemment, tout en gardant le cœur du jeu qui est ce qu'il est, donc ça reste compétitif. Et après, tout mettre dedans, après c'est aussi purement une question de prix, c'est-à-dire que un jeu à 40 € en boutique, ça reste un jeu à peu près exportable, etc. Bon, avec toutes les campagnes, enfin avec les deux campagnes, pour du format boutique, on passe sur un jeu qui devrait se vendre, t'as qu'à compter, 40 plus 30 plus 20, 90 €. Et là, si tu veux, quand même, ça peut être génial. C'est un prix qui est un prix d'entrée qui est compliqué, quoi. Donc là, la même chose. Donc 90 € sur KS, on se retrouve à 58. Ouais. Ça reste un prix plus gérable pour Je comprends. les backers et les joueurs. Pour reprendre un petit peu autour du jeu, donc c'est un jeu qui va se jouer principalement avec des cartes et avec des ressources. Cartes que l'on va drafter par paquet de 7 au cours de 4 manches, avec des cartes que l'on va construire et qui vont venir rejoindre notre monde. Notre empire, ouais. Et à la rigueur, agrémenter notre moteur à ressources. Exactement. Et puis les autres cartes qu'on ne construira pas, mais qui nous permettent à la fois de contre-drafter pour empêcher d'autres de marquer des points, et à la fois de récupérer soi-même des ressources qui nous manqueraient peut-être. Voilà. Quand on C'est les a. tout un système d'optimisation, parce qu'après, il y a l'ordre des productions. Bon, Oui, on ne va qui- pas faire toute la règle, Refaire les règles même. mais en fait, c'est sur une base assez simple quand on l'explique. Tout Il à y a fait. tout un truc de le faire dans le bon ordre, d'optimiser, de faire des choix, de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Et qui rend une tension et une montée en puissance assez importante sur finalement un format Un assez format très condensé. court. Ouais, un petit jeu de cerveau, comme on a pu le voir dans la partie Et du sur coup, Trick Track. comme ce format-là, il est assez, je ne sais pas si c'est épuré le mot, mais en tout cas condensé, et qui permettait beaucoup de choses par rapport à la façon dont Frédéric avait développé le jeu, parce qu'il y a tout une espèce de, pas un algorithme, mais voilà, quelque chose qui permet de tester des choses via un tableur Excel. Et du coup, on avait la possibilité de greffer plein d'idées. Mais tu vois, chaque idée, elle est super quand tu la joues une fois, mais tu n'as pas forcément envie de jouer Tout le temps. 50 parties avec cette idée-là. Et du coup, la partie campagne, Héritage, voilà, la partie héritage te permet d'enchaîner ces scénarios et donc de vivre toutes ces idées avec des rajouts de matériel, des rajouts de cartes, peu importe. Des rajouts J'en de parlerai. règles. Voilà, j'en parlerai juste après sur la première campagne. Ouais. Et de vivre ça et à chaque partie de se dire ah ouais, il y a ça, mais
voilà, c'est une partie, c'est plaisant sur une partie, tu t'amuses bien. Et tu passes Voilà. ensuite à autre chose. tu Et découvres toute la le jeu. campagne, par Ouais. contre, l'idée c'est d'avoir un espèce de sentiment, on va dire legacy, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, mais sans altération de matériel, sans destruction et entièrement rejouable. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, non, alors vous inquiétez pas, puisque les gens posent la question, il y a un marteau à côté de Benoît. C'est pour les 3 jokers sur les questions inappropriées que je pourrais poser. Il a le droit à 3 jokers, Voilà. donc je comprendrais que c'est pas le bon. It's a Wonderful World, ça c'est la boîte de base, tu l'as dit, il y a 80 illustrations Il y différentes. en a même presque 90, ouais. Presque 90, en sachant que certaines cartes sont à plus d'un exemplaire. Ouais, il y a 140 cartes là. 140 cartes. Le plateau qui ne sera pas avec cette colorisation, pas tout à fait cette taille-là, on est en work in progress, on l'a rappelé. Les ressources, est-ce que du coup les ressources, je vais poser la question en riche joueur habitué, enfin non pas riche d'ailleurs, mais cube en bois ou elles auront des petites formes spéciales? Alors, bah, il faut quand même pouvoir les mettre sur les cartes, donc ça reste. Ah oui d'accord, t'as raison, exact. C'est du cube en plastique, D'accord. parce que ça va plus avec le thème un peu rétro-futuriste. Oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, en tout cas pour l'instant, on reste sur du cube. D'accord. Ouais. Campagne en format court, me semble-t-il. Oui, on est sur donc du 14 mai au 30 mai, on est sur 16 jours, même ouais. pas 16 jours complets en plus. Et pourquoi? Pour essayer de booster ça? Pour éviter le ventre creux du milieu de campagne? Qu'est-ce qui... Parce Alors, que les choses changent sur KS Parce et puis que voilà. Bah, le jeu est quand même, donc, comme on a dit, assez pur et mécaniquement et immédiat. Du coup, il y aura des stretch goals, etc. Mais plus ça va, plus nous on considère qu'une campagne qui ne s'éternise pas, qui ne dure pas trop longtemps, c'est aussi bien d'essayer de condenser. 16 jours, ça suffit pour que chacun ait le temps de se se poser faire des son questions et avis, puis de- Et voilà. d'avoir les Voilà. réponses. On fait là sur cette campagne pas de pledge manager, pas de late pledge. L'idée, en fait, c'est de raccourcir aussi tous les délais entre le moment où tu as envie du jeu, le moment où tu l'achètes et le moment où on te le livre. Mhm. C'est-à-dire voilà, de tomber entre la fin de la campagne et la livraison sur un délai maximum de 8 mois, 8-9 mois, enfin voilà, dans ces eaux-là, ça reste à peu près raisonnable. En tant que joueur, mais aussi en tant qu'éditeur, je commence à trouver que des délais qui dépassent l'année. Ça a perdu le momentum du jeu. Après, c'est pas un Oui, c'est jugement pas de une valeur. vérité, Moi, c'est pas- moi, en oui, tant oui. que joueur, quand ça commence à dépasser une année, tu vois, bah, je suis un peu déjà passé à d'autres mécaniques, d'autres jeux. Mhm. Et donc, je trouve que j'ai l'impression que pour Kickstarter, pour la pérennité du système, il faut commencer à raccourcir, ce qu'a aussi fait Monolith, hein, d'ailleurs. Voilà, encore plus que nous, puisqu'ils ont produit avant et c'était voilà, super. Mais de réduire le moment où tu commandes et le moment où tu reçois. D'accord, donc Ouais. c'est ce qui explique aussi ça. Donc, et puis, voilà, on aime bien, et ça me met même depuis Outlive, avoir des stretch goals maîtrisés, c'est-à-dire pas faire trop de choses, voilà, avoir tout testé et être sûr que ça fonctionne. Donc là, on est sûr de ce qu'on offre, de notre offre de A à Z, et pas déborder, pas partir dans des choses qu'on n'aurait pas maîtrisées ou pas testées. Parce que pour le coup, il y a un risque de casser un jeu qui marche bêtement, en fait, tout ça pour un effet un peu marketing. Mhm. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est plutôt parti sur des campagnes courtes. Courte. Ouais, D'accord. avec une campagne assez lisible, quoi. Il y a 2 niveaux de pledge, Pas d'add-on, pas de. 16 Voilà. jours. D'accord. voilà. Alors du coup, on va y venir. 2 niveaux de pledge, ça veut dire qu'il y en a un où tu as la boîte, le jeu, Voilà. et puis l'autre où tu as tout le reste avec. Voilà. Voilà. Donc D'accord. en fait c'est le même format de boîte, sauf Ouais. qu'elle sera plus épaisse pour pouvoir contenir tout le matos. Donc Et pas, non, on voulait moins. Ah non, ça c'est un Non. plus. pas plus large. Pas plus large, d'accord. Mais c'est pas la boîte ce qu'on a bien circulaire. compris avec Clash of Rage que la boîte, je sais pas La combien- grande boîte. Ça rentre dans une calaxe. ouais, ça, Ça rentre dans une calaxe. ça devient un standard, c'est un truc de fou quoi. Un truc, oui, tu as raison de le dire. Ça va devenir un truc de fou. Il faut que ça rentre dans mon étagère. Mais oui, mais en Mais même c'est temps, vrai bah, que oui, on a déjà fait des boîtes démesurées avec Outlive Collector, avec Clash of Rage. Déjà nous c'est des problématiques de livraison qui sont pas simples dès que les boîtes elles dépassent des certains volumes. Et donc là l'idée c'est plutôt de grimper et en fait, tiens, hop, je vais derrière. tadam, tout est prêt. Alors là, c'est que pour expliquer. Donc en fait, une campagne, ça sera rangé dans la boîte, Oui. un peu en, je sais pas si on voit là, ça Oui, sera oui. en hauteur comme ça. Donc en fait, une campagne, c'est 6 scénarios. Donc on en joue 5 parce qu'il y a systématiquement un embranchement. Avec l'un Ouais. ou l'autre. Il y a des choix à faire, soit collectifs, soit individuels. Enfin, vous verrez quand vous jouerez la campagne, qui permettent d'avoir une fin ou une autre. Mhm. Donc vous jouerez que 5 des 6 scénarios. Enfin, sauf si vous recommencez, vous pouvez la rejouer autant de fois que vous voulez. Oui, c'est ça. L'autre scénario, l'autre embranchement non fait n'est pas perdu pour autant. Non, tu peux Non, tout ouais. ranger et recommencer ta campagne. D'accord.
bon, tu connais l'histoire, mais ça ne change n'enlève pas rien. qu'il y a des fins que tu n'as pas fait, des cartes que tu n'as pas vues, Mhm. etc. Donc tu prends systématiquement un petit La petite scénario. enveloppe. Donc là, c'est vraiment du proto, hein. Oui, c'est on work in progress, tout va bien. Donc tu auras ta petite enveloppe, tu l'ouvres. Dedans, hop, tu commences par ouvrir ton petit leaflet de règles. Ouais. Donc c'est un recto verso en fait là. Et tu as la petite explication, tac tac tac. Donc ça c'est l'explication de la campagne. Tu as ton Ouais. petit scénario. Donc là, bah, il s'appelle la paix avant tout. Donc il t'explique le fluff. Donc il y a toute une petite histoire qui est écrite pour la campagne. Ouais. Les règles spécifiques du scénario. Donc dans celle-ci, elle te dit bah, chaque joueur prend une carte empire. Donc c'est les règles normales du jeu. Mhm. Et on ajoute la carte Pax 10 au milieu de la table avec une règle particulière. D'accord. Donc, en fait, on lit On a le droit de le- montrer ou ça oui, vu que c'est le C'est premier la scénario, première, il n'y a pas de D'accord, je suis en train révélation. me dire, Non, non, tout spoiler. c'est pour ça que j'ai pris que ça et j'ai pris que la partie D'accord. qui pose pas de soucis. Donc, en fait, elle est recto verso suivant si on est 2 Quatre joueurs, ou deux, 3 trois. ou Ouais. 4 ou 5. Ok. Donc, elle n'est pas jouable en solo, la campagne. D'accord. Donc, l'histoire, c'est qu'en gros, on est à la sortie des grandes guerres qui ont décimé les empires. Bon, et on essaye de se dire, ah, on va faire la paix. Et donc, on essaye de construire cette espèce d'organisation des Nations Unies qui s'appelle Mhm. Pax 10. Donc, il faudra mettre des ressources dessus. En fonction des ressources qu'on met, on peut obtenir des bonus. Et donc, ça, c'est le scénario qui est assez simple d'introduction de campagne. Et à la fin de cette partie-là, donc on jouera une partie normale, il y aura un gagnant et des perdants. Et à la fin, en fonction de si on a construit Pax 10 ou si on ne l'a pas fini, il n'y aura pas le même dénouement, enfin, il n'y aura pas les mêmes cartes qui seront données aux joueurs. Et tu vois, bon, là on peut révéler vite fait, c'est juste le premier scénario. Il va y avoir des cartes qui représentent les membres de Pax 10, etc. en fonction de si on l'a fini ou pas. Ouais. Sachant que le gagnant gagne toujours un petit peu plus Que que les les autres, mais pas quelque chose où. Oui, C'est pas du- snowball en fait. Oui, oui, Bah, c'est- typiquement, cette campagne, quand on l'a jouée à la boîte de jeu, moi j'ai gagné les 4 premiers et j'ai perdu le dernier, j'ai perdu la campagne. Ah, t'as perdu la campagne quand Ouais. même. Je me suis dit, il est en train de. Il va se la. Non, même Non, pas. non, il- non. Ah, c'est moi qui ai gagné. Non, Essaye de te rattraper. ça c'est pas vrai, ça. Non, C'est on s'en Benjamin doutait, Carré qui a gagné. on s'en doutait, quoi. Mais bon, après, parce que Il j'avais pouvait mal en joué être mon dernier autrement. scénario et tout ça, mais peu importe. Et donc là, bah, en fonction de si on l'a construit ou pas, on va plutôt vers la paix ou plutôt vers la guerre, donc plutôt vers Pax 10 ou plutôt vers les services secrets à s'espionner, tout ça. Ah, c'est d'accord. Et donc, donc, ça, c'est ton petit Ouais. scénario, campagne, Exactement. avec cet aspect héritage au sens où Voilà. chaque partie influence un petit peu, mais suffisamment. Parce qu'en pour fait, que il y a ça des donne cartes envie. que tu vas garder, tu Ouais. vois. Bon, là, je révèle juste pour la première. Tu vas garder une carte qui vient s'ajouter à ton empire et qui te permet d'avoir un bonus pour les parties suivantes. C'est des petits pouvoirs qui sont simples à utiliser. C'est pas usine à gaz, mais ça te permet, bah, là, toi qui as joué, tu vois, avec cette carte-là, tu peux défausser des généraux pour Mhm. gagner Pour gagner des ressources joker. Pas du vibranium, mais du cristallium. Exactement. D'accord. Donc on va cumuler comme ça des petits pouvoirs. Donc chaque fois qu'on finit un scénario, bah, il y a une petite fin, il y a une petite histoire qui se raconte. Ouais. Et il te dit quelle carte prendre, quelle carte laisser. Ensuite, tu passes. Et de temps en temps dans la campagne, on va avoir, donc ça c'est Gloomhaven, C'est pas. mais c'est le même principe. D'accord. On va vous demander d'aller ouvrir des boîtes où dedans bah, il y a du matos supplémentaire, vous pouvez trouver des cartes, des punchs, peu importe, je vais pas. Tu vas pas dévoiler. Voilà, mais donc des choses qui vont venir enrichir soit pour un seul scénario, soit pour le reste de la campagne, soit pour le jeu définitivement. Et quand vous avez fini toute votre campagne, donc la première campagne, il y a 6 scénarios, comme je disais, ça Mhm. représente à peu près 55 cartes différentes, D'accord. et une boîte à ouvrir à un moment. Et à la fin de la campagne, vous avez un booster, donc là c'est Magic. C'est pour Après expliquer. Gloomhaven, après Donc vous aurez un booster de ce type-là, où en fait, donc c'est la seule blisterisée, enfin. Ouais. Ah ouais, qui d'accord. sera illustrée à l'image de la campagne. Donc Ouais. cette campagne-là, c'est... Guerre épée non, elle est là. Ouais, c'est guerre épée. de Tolstoy. Enfin, c'est guerre ou paix en fait finalement, parce qu'on s'est dit ouais, guerre et paix c'est un petit peu risqué. Je sais pas ce qu'il y a. Oui, c'est ça. Tolstoy aurait pu t'en vouloir. Du coup, donc ça sera ce type-là pour le booster. D'accord. Et du coup, bah, on l'ouvre et dedans il y a ce qu'on appelle nous le pack héritage. C'est donc là, c'est un nombre de cartes qui représente ce qu'on a vécu dans la campagne et qu'on vient ajouter à son jeu de base et qui seront jouables pour toutes vos parties Oui, excellent. suivantes D'accord. et qui reprennent des éléments de la campagne et certaines mécaniques. Alors là, je ne vais pas spoiler, mais elles permettent d'ajouter quelque chose au jeu. C'est pas juste une carte de plus qui Ouais, produit ouais, des cubes, j'entends. etc. Enfin, Il y a un impact. elle reste dans le jeu, mais du coup, ça ajoute un peu des choses qui n'y étaient pas. Donc ça, c'est la première campagne. Guerre épée. Et la deuxième campagne qui s'appelle Loisirs et décadence. Oh oh. Donc là, j'ai juste le plateau du proto. Mais en fait, on a un petit plateau qui vient à côté de son plateau. Hop. Juste comme ça. Ouais. Voilà. Et donc là, c'est vraiment le proto. Et en fait, ça rajoute une ressource qui est la culture. Ouais. Et qui va fonctionner différemment. Quand on produit de la culture, en fait, on va
Ça ne va pas être une ressource physique qu'on va poser sur des cartes. Donc chaque fois qu'on produit une culture, on avance 7 roues, 1, 2, 3, 4. Et quand on arrive au bout, en fait, ça avance d'un cran ici. Et on gagne une célébrité. Les célébrités, c'est un nouveau type de personnage pour ceux qui connaissent le jeu ou qui ont vu l'explication. Donc, et donc, qui va scorer différemment. Tu vois, là, elle valait 1 point au début, puis 2 points, puis 3 points. Et donc, on a un système de moteur qui va fonctionner différemment avec des cartes culture. On va rajouter tout un tas de choses. Et cette campagne-là, elle est un peu plus ambitieuse. Il y a des boîtes comme ça, je crois qu'il y en a 3 ou 4 à ouvrir. Et à la fin, en fonction du scénario. Celle-là est Kickstarter exclusive. Ouais. D'accord. C'est pour ça qu'elle était un peu compliquée. Elle est un peu plus complexe. Il y a pas mal de matos dans les boîtes. Ça ajoute pas mal de stratégies au jeu et de cartes. Et à la fin, il y aura donc 2 scénarios finaux. Et suivant celui qu'on fait, on n'ouvre pas le même pack héritage. Donc c'est pas le même booster qui vient enrichir. Si on a choisi cette voie-là, bah, on mettra ces cartes-là. Si on a choisi cette voie-là, on mettra ces cartes-là. Sachant qu'ils ne sont pas compatibles les deux. Ah, ils ne sont pas compatibles. Non, quand on fait un, tu dois enlever l'autre. Parce que j'allais te dire, tu es conscient que je m'en fous et que je vais ouvrir le deuxième pour le mélanger. Tu dois l'enlever. C'est-à-dire que ça représente ce qui s'est passé dans le jeu, enfin ce à quoi vous avez abouti en fonction des choix collectifs et individuels. Et du coup, bah, ce n'est pas le même héritage que tu mets dans ton jeu. D'accord. Ok. Est-ce que ce mode de pensée, alors, tout à l'heure, Rodolphe, tu parlais de l'aspect narratif, ou en tout cas qui permet en tout cas d'accrocher de l'histoire, d'approfondir éventuellement même le gameplay, mais par ce biais-là, par l'histoire, est-ce que c'est obligatoire, j'aime pas le mot là, mais est-ce que c'est un peu le passage obligé maintenant pour accrocher les joueurs autour du jeu, parce que comme il y en a beaucoup, eh ben, il faut trouver de nouvelles façons de faire pour qu'on reste sur un jeu, ou est-ce que, non, c'est juste que, tu vois, oui, je comprends ce que tu veux dire. Il y a un côté, il faut bien ça c'est quelque chose qu'il va falloir que les joueurs s'emparent, en parlent, y jouent et tout. Donc je fais tout, pardon les joueurs, pardon les éditeurs, pardon les auteurs, pour appâter, entre guillemets. Et donc du coup, il y a le côté un petit peu, là c'est une ficelle, entre guillemets. Non, ça vient naturellement parce que encore une fois, c'est des affordances du jeu. Et donc effectivement, comme le jeu le permet, et je veux dire après, le côté narratif dans un jeu, ça fait partie de notre background aujourd'hui. Oui, du jeu de rôle, etc. Du jeu de rôle, du jeu moderne en fait. Et depuis que, moi je trouve, il y en a qui ont défriché ça et que tu t'es dit, ah ouais, en fait c'est super bien. Enfin, genre Pandémie Legacy, pour prendre un peu le père de, je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas c'est celui qui a... que Legacy avant, mais voilà. Mais en tout cas, qui t'a dit, ah ouais, regarde, bon, il y avait des stickers, etc., peu importe, mais qui t'a dit, regarde, tu peux, sur la base d'un même jeu, sur la base d'une mécanique que tu as déjà éprouvée, qui est super, qui marche, tu peux faire des trucs super bien et tu te dis, ah ouais, mais c'est pas qu'une question de attirer, c'est pourquoi s'en passer. C'est-à-dire qu'une fois que tu te dis, ouais, j'ai mon jeu, il est super cool, j'ai fait, moi, comme on disait tout à l'heure, j'en ai fait au moins 200 ou 300 parties, il est super bien, je m'amuse vraiment bien, mais tu vois, pourquoi est-ce que je me priverais de pouvoir raconter tout l'univers qu'on a? Parce que quand on fait un jeu comme ça, on imagine un univers, des choses, tu vois, pour faire les cartes, des choses que les joueurs, finalement, eux, ils jouent au jeu et ils le voient moins. Pourquoi est-ce qu'on ne raconterait pas tout cet univers? En plus, ça permet de proposer ce côté bac à sable, c'est-à-dire il y a plein de mécaniques qu'on avait testées, imaginées, voilà, et se dire, putain, on peut tout agréger. On peut raconter une histoire, et en plus, tu peux enrichir ton jeu petit à petit, mais en y jouant. C'est-à-dire, c'est pas juste, j'achète toutes les cartes, je les mets là, et puis allons-y. Mais c'est aussi par rapport à ce que j'ai vécu ou à ce que j'ai joué. Bon, c'est 5 parties, ça reste accessible. Et j'ai enrichi mon jeu et je me dis, ah ouais, ça, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Et c'est aussi pour ça qu'on aime bien cet auteur, mais c'est que, comme derrière il y a une mécanique qui est solide et qui travaille avec, tu vois, du tableur où tu as des repères pour tout. Quelque part, après, effectivement, voilà, tu as vraiment un bac à sable. Donc, quel que soit ce que tu vas inventer, injecter, etc., tu vas voir comment tu retombes sur tes pattes, si la nouvelle carte que tu as introduite, elle est délirante ou non. Donc, voilà, encore une fois, le matériau est très souple. Et puis, ce côté narratif aussi, c'est un moteur de création pour créer de l'illustration. Qu'est-ce que tu veux mettre Parce que les 2 campagnes qui arrivent là, on les a fait en co-création avec Frédéric. D'accord. Tous les deux. Et c'est vrai qu'une partie des mécaniques, on les a imaginées par rapport à l'histoire qu'on racontait. C'est-à-dire, moi, j'avais une storyline je voulais aller là. Bon, faudrait qu'il se passe ça et tout ça. Ouais, mais pour qu'il se passe ça, tu vois, quelle mécanique pourrait coller? Et du coup, ah ouais, regarde, si on fait ça.
Et puis les pouvoirs qu'on débloque, bah, ça vient un peu changer la façon de jouer. Et d'un coup, tu t'ouvres plein de perspectives autour du même jeu. Et ça fait que ce que disait Greg, quoi, quand on a fait la campagne, il a commencé direct par la deuxième campagne. Voilà, il a vu des choses et il s'est dit, ah ouais, c'est vraiment super amusant à jouer. Tu as envie de continuer, tu as envie de te dire c'est quoi le prochain scénar. D'accord. Donc du coup, on n'est pas, je vais le redire parce que c'était effectivement le sens de ma question et elle n'était pas, enfin j'espère qu'elle n'était pas perçue comme t'as pris un coup piégeuse. de marteau ou pas? J'ai pas pris un coup de marteau. Non. Et le marteau, c'est pas parce que la campagne est destructible. Hein. Je suis en train de voir ça sur les. Non, c'est pas du tout un jeu Legacy au sens où il va falloir taper sur la boîte. Non. Tout est rangeable, tout est en dehors du fait que quand tu as ouvert ton booster, oui, tu ne vas pas recoller ton booster, okay, mais sinon tu peux remettre les cartes dedans et tu peux recommencer ta campagne. Ouais. Donc, mais le but de ma question c'était ça, c'était on est plus dans la motivation créative que dans l'outil marketing. Voilà, si je devais le dire directement et un petit peu cash, et c'est pour ça que la question, moi je ne la voulais pas non plus piégeuse, mais le jeu le permet. C'est pareil, c'est ce que j'allais dire. C'est pas forcément, j'imagine, évident à développer. Non, parce qu'il faut que tout puisse fonctionner entre guillemets avec tout. Alors, tu l'as dit, il y a des fois des boîtes que tu vas ouvrir, c'est ou l'une ou l'autre. Mais ça, c'est clair. Mais après, il faut que si tu fais que la 3, ça puisse fonctionner avec le jeu de base, ça ne le déséquilibre pas. Si tu fais que la 1 aussi. Et puis potentiellement des choses qui pourraient se rajouter après, puisque comme je te disais tout à l'heure, on a une 3e campagne. Pour dire aussi, c'était une des questions, il y en aura d'autres. Oui, on en a au moins une autre qui est actuellement en développement par la team K et Dema, donc pour après. Donc après, si le jeu ne marche pas, tout ça c'est compliqué, mais s'il marche, il y a une volonté de soutenir ça dans le temps, parce que à titre personnel, moi j'aime beaucoup le jeu, j'y ai vraiment beaucoup joué, et je trouve qu'il propose des possibilités qui sont vraiment, je ne sais pas si c'est infini, mais qui sont riches. Qui sont riches. Et ce que j'espère en tout cas à travers les campagnes, donc la première qui permet d'appréhender le jeu et surtout la seconde après qui permet de creuser, c'est que les joueurs se disent ah ouais, chaque fois soit surpris par ce scénario fonctionne comme ça, ah oui ça fonctionne comme ça, et des choses à chaque fois de se dire mais qu'est-ce qu'il va y avoir au prochain scénario, peut encore y avoir, qu'est-ce qu'on va débloquer, qu'est-ce qu'on va découvrir, voilà. Enfin, en tout cas j'espère que c'est ce qu'ils vivront quand ils joueront cette expérience-là. Donc du coup, pour cette campagne It's a Wonderful World, campagne de financement participatif, il y a le jeu, et c'est celui qui se retrouvera en retail. Il y a le pledge où on a le jeu plus les 2 campagnes. Ouais, voilà, c'est les deux différences qu'il y a. Sur ces 2 campagnes, une se retrouvera, la première, un petit peu plus simple, on va dire, se retrouvera en boutique aussi. Voilà. La deuxième, non. Et les autres, on verra bien. Alors après, voilà, ça dépendra beaucoup. Ça dépendra aussi de l'ampleur des campagnes en question, quoi. C'est-à-dire que là, ils travaillent dessus. Nous, on ne les bride pas. C'est-à-dire, on ne leur dit pas il faut que ça tienne dans tant de matos. On leur donne le jeu, on leur montre les campagnes qu'on a fait et quelle idée vous voulez raconter. Et du coup, ça permet aussi parce que là, on l'avait fait avec Frédéric, donc ces 2 premières campagnes, mais en tout cas, moi, j'espère que des auteurs externes, ils vont prendre le truc d'un autre point de vue et ils vont dire ah ouais, regarde, on pourrait faire ça. Si on fait ça. Et d'un coup. Et ça rejoint ce que disait Rodolphe. Si le jeu est riche et en même temps excellemment mathématiquement stable, ça veut dire qu'il y a un moyen d'équilibrer tout ça, il le supportera. Parce que du coup, ça permettra de raconter de nouvelles histoires, mais avec d'autres mécaniques. Juste pour vous le redire, l'équipe Kaedama, c'est donc Antoine Boza, Ludovic Maublanc, Corentin et Théo, qui du coup font aussi studio, entre guillemets, studio de développement et de propositions créatives. Mais du coup, ça veut dire que pour la campagne, qu'est-ce qui vous reste pour animer la campagne, qu'est-ce qui vous reste comme stretch goal en disant il y a des choses quand même. On va débloquer quoi? Et il y a des possibilités. Alors, j'aime pas trop révéler les stretch goals parce que je trouve que c'est ta campagne, mais les gens, je vais te dire, les gens, je regarde un petit peu ce qu'ils disent, ils l'ont senti. Sur le coup, ils ont même dit, mais on a l'impression que vous croyez pas au jeu. Mais non, c'est parce qu'ils peuvent pas tout vous dire, sinon c'est spoiler la moitié de la campagne. Mais donc du coup, il y a quand même des éléments. Oui, il y a. Oui, il y aura quand même des stretch goals. Oui. Il y en a, bien sûr. Après, on va pas les révéler. T'es coincé. Non, mais parce que c'est toujours compliqué dès que marteau, faites gaffe à vos questions. Comme ça. Mais donc il y en a comme dans tous nos KS et voilà du même ordre. Encore une fois maîtrisé et pour que ça fonctionne avec le jeu. Voilà. Je sais pas trop. Donc, je sais pas à quel moment. Je sais pas. Moi, ça veut dire que. Parce qu'il y a des choses qui, si elles sont débloquées, à chaque fois, il faut se poser la question en disant ça va être en boutique ou ça va être seulement Alors, pour le tous les stretch goals, de toute façon, nous, c'est
c'est un secret de polichinelle que quand on fait un KS pour qu'il fonctionne et pour le livrer dans les temps, il faut qu'au départ, tes stretch goals, tu les aies déjà prévus. C'est-à-dire que tu crées pas un truc en milieu de campagne en disant tiens, je vais sortir 35 cartes au milieu de mon jeu. Qu'on n'avait pas dû. J'ai pas fait les illustres. Allons-y, on verra. Si tu montes des illustres, ouais. à un moment, c'est que tu l'avais prévu. Bah oui. Donc, on a tout testé. On sait ce qui ira en boutique, ce qui ira pas en boutique, ce qui sera exclusif, ce qui sera de l'ordre du goodies, etc. Il y a des gens qui demandent si le marteau pourrait être un stretch goal du coup. Je pense qu'on n'aurait pas dû le... Viens, on va l'enlever Benoît parce que je pense que ça va finir par rester pour votre campagne et ça va vous embêter. Non mais ça veut dire que... ça veut dire quoi du nouveau matériel? À chaque fois c'est pareil, du nouveau matériel ça veut dire que vous l'avez pensé, ça veut dire que ça va être dans les... Mais tu vois, c'est comme les campagnes. Il faut se laisser surprendre par ce qui arrive. Si on leur dit tout ce qu'ils ont, c'est un peu... C'est un peu spoilé. Voilà. Bon d'accord. Mais il y a des choses qu'on a... Il y a des choses prévues. Voilà, il y a des choses qui j'espère plairont, des petites surprises, etc. Je m'en fous. Qu'on a travaillé. Moi, si tu veux, de mon côté, il suffit que je tourne un petit peu la tête comme ça, puis je vois des trucs. Il suffit que je penche un petit peu, puis j'en vois d'autres. Bon, bref, vu ce que je n'ai pas le droit de le dire, je ne vous le balancerai pas. On nous dit, vas-y Benoît, balance les stretch goals, tout le monde se bouche les oreilles. Donc tu peux y aller, on va leur faire confiance. Donc, ça y est, il les a dit. Donc cette campagne de financement participative démarre le 14 mai, 16 jours. Voilà. Un petit peu intense autour, avec ces histoires de campagne, comme on l'a vu, et d'histoires à embranchement et de paquets héritage, donc que tu gardes dans ton jeu. Moi, c'est ce que je trouve. Enfin, ce qui m'a plu quand j'ai commencé à faire les campagnes. On avait fait des campagnes sur Clash of Rage, un mode campagne, mais c'était presque le petit frère de celui-là, en fait. C'était la première idée. On avait fait des campagnes où tu tirais un nombre de scénarios aléatoires. Il y avait un début, un de fin, et puis au milieu, tu faisais des scénarios. Mais il n'y avait pas forcément une storyline construite. Et puis, à la fin, tu rembobinais et tu pouvais recommencer. Et donc, ce mode campagne, je l'avais bien aimé sur Clash of Rage. Et quand on a travaillé dessus, je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire à la fois de plus scénarisé pour remettre toute l'histoire qu'on se fait dans sa tête quand on crée un jeu comme ça. En tant qu'éditeur, auteur, on se raconte des choses, on le positionne dans une époque, tu vois, pour créer chaque carte, pour se dire, ah ouais, il faut que... Enfin, chaque thématique de carte. Voilà. Et du coup, on a tout un univers que tu as imaginé, mais que finalement, c'est pas une BD, quoi, c'est pas un roman. Et donc, on se dit, on peut s'en servir. Et il y avait cette idée, pour moi, de garder une trace dans ton jeu, ce qui est l'essence du legacy, mais ce que fait le legacy à travers des stickers ou des choses, mais que ça enrichisse ton jeu de jouer tes campagnes. Et que tu sois... Même quand elles sont finies, tu as une trace et que tu te dis, ah ouais, ça, on a débloqué la campagne. Tu te rappelles, celle-là, on avait joué ça, etc. Et que, voilà, donc c'était l'idée. Et c'est ce qu'on a essayé de travailler avec Fred pour offrir ces paquets héritage. Ok. L'autre petite question qui vient souvent après le Kickstarter, c'est la vie boutique. Donc là, du coup, comment les gens vont venir chercher leur pledge dans les boutiques? Donc vous on allez a faire toujours des pledges niveau boutique? Alors on n'a pas de pledge boutique. En fait, ça fonctionne comme à peu près le reste de nos caisses pour ceux qui suivent. Et pour les autres, on a en gros une offre pour la France. On va parler pour la France. Ouais. Où on peut le livrer chez les gens avec les frais de port normalement. Et on a une offre boutique partenaire. Donc là, qui est assez importante cette fois, parce que pour It's a Wonderful World, on a fait un gros travail avec notre distributeur BlackRock. On a entre 170 et 190 boutiques partenaires à travers la France. Donc très probablement, il y en a une pas très loin de chez vous. Voilà, après... À voir où est-ce que vous habitez. C'est ça. Vous en avez dans le Larzac? Pourquoi le Larzac à chaque fois d'ailleurs? C'est stéréotype, quoi. Mais donc on en a autant, et ces boutiques, elles permettent de récupérer les jeux. Donc c'est-à-dire que pour les backers, ils choisissent d'aller le retirer dans la boutique partenaire, ils ne payent pas de frais de port. Nous, on rémunère on rémunère la boutique pour livrer par jeu qu'elle livre, donc elle n'est pas juste point de retrait. Et on leur offre un jeu, ça soutient aussi ses commandes en 12+1. Et jusque-là, sur les jeux qu'on a fait sur Kickstarter, si on prend 10 Minutes to Kill, alors il n'y a pas de système boutique partenaire, mais Outlive, Neta Tanka, etc., on voit que cette offre boutique partenaire, elle fonctionne bien, ça plaît aux boutiques. La preuve en est qu'on a commencé à 90, on en a quasiment 190 cette fois-là. Ouais. Et qu'on a, je crois, sans dire de bêtises, qu'on n'a pas deux boutiques ou peut-être une qui n'a pas reconduite. C'est-à-dire qui a commencé et qui s'est dit non, j'arrête. Ouais, j'arrête, ça ne m'intéresse pas. Les seules fois où on a eu des couacs, c'est qu'on s'est mal compris. C'est-à-dire qu'elle pensait qu'elle était partenaire, mais elles avaient oublié de renvoyer le formulaire. Ouais. Mais sinon, là, donc cette fois-là, on a bien pris le temps de recontacter chaque boutique qui avait déjà été partenaire et chaque boutique qui ne l'était pas. Et comme je te dis, 180 boutiques, ça commence à faire un beau paquet. Ouais. Et après, de la vie en boutique d'un jeu comme ça, le jeu de base, nous, on y croit en boutique, le distributeur y croit en boutique, les commerciaux.
ça reste un jeu, voilà, on l'a vu dans la Trick Track TV, très simple à expliquer, avec une bonne profondeur, mais du coup aussi où on peut y jouer. Enfin, je dirais pas que c'est familial, mais Non, mais il ne faut pas aller. c'est pas non plus C'est pas impossible à faire. l'accessibilité, elle est Voilà, haute, C'est voilà. accessible, hein. Après, le ticket d'entrée est relativement simple, entre guillemets. Pour tout, là pour le coup, autant que je me mouille un petit peu, moi c'était ma deuxième partie Ouais. et j'ai senti le bénéfice de la première. Oui, ça, C'est-à-dire que autant la première, avoir pensé la construction de tes différentes cartes pour qu'elles viennent directement et produisent parce que c'est dans le bon sens de la production des ressources, j'étais passé à côté, comme tu passes aussi un peu à côté en disant cette carte-là elle est trop bien et tu te dis bah ouais mais sauf qu'il va falloir 4 tours pour construire et ça dure 4 tours et on est au tour 2 donc c'est mort. Enfin tu vois il y a tout ça, voilà donc il y a une courbe d'apprentissage mais le principe de base il est simple. c'est ça, c'est-à-dire que plus tu joues, plus tu apprends les cartes, les combos, les enchaînements, mais le ticket d'entrée il n'est pas si compliqué. Après c'est plus la profondeur qui fait le jeu. Et donc en boutique, bah voilà, il y a le jeu, on va proposer la première campagne, et après, en fonction aussi de la réussite ou non de la première campagne et du jeu, on verra si d'autres campagnes peuvent voir le jour en boutique, ou alors si c'est forcément, voilà, si l'offre de ce type de choses, elle doit aller sur Kickstarter. Mais moi, j'ai pas trop de soucis aujourd'hui sur les jeux qu'on fait sur Kickstarter, ils arrivent en boutique et ils se vendent plutôt bien en boutique. Je trouve pas que c'est dichotomique Kickstarter et boutique pour le type de jeu qu'on fait. C'est sûr que déjà sur un Clash of Rage c'est un peu différent. Tu vois, c'est pas des jeux qui sont forcément calibrés pour la boutique, même si on l'a aussi proposé en boutique. Voilà. D'accord. La liste des boutiques partenaires sera, j'imagine, disponible pendant le KS. Tout à fait. Et à jour dès le début et sans modification possible, puisque souvent dans nos KS, en fait, les boutiques s'ajoutaient pendant le KS, donc les gens ils savent pas bien. Et après il y avait un pledge manager pour choisir. Comme là on supprime le pledge manager pour gagner du temps, entre autres. On affichera toutes les boutiques d'entrée. Ça marche. Ça, c'est donc la prochaine nouveauté. Alors, prochaine nouveauté via Kickstarter, du coup, un petit délai temporel, début 2020 pour les pledgers et pour les boutiques 3 semaines plus tard. Ouais, exactement. En termes d'actualité, on était sur Netatanka, voilà. qui lui aussi était un KS pour lequel on est venu l'an dernier. Tout à fait. Qui du coup a l'air de faire un petit peu tant mieux, hein. C'est plutôt plaisant, aussi bien pour l'auteur Hervé que pour vous, la boîte de jeu. Ça fristouille bien, c'est-à-dire que là, les pledgers l'ont reçu. Là, voilà, c'est en cours, en tout cas, on va dire que 70% des gens l'ont reçu. D'accord, mais donc ça veut dire que boutique, ça sera dans quelques… Là, il sort normalement le 10 mai, tout le monde l'aura reçu et il sort le 10 mai. Il sort le 10 mai, d'accord. Après, les boutiques partenaires, je ne l'ai pas dit, mais elles ont les jeux boutiques en avance. C'est aussi lié à leur partenariat. D'accord. Donc, elles livrent des pledges et elles peuvent recevoir les jeux boutiques 15 jours, 3 semaines avant les autres. D'accord. Voilà. Ça, pareil, je sais que c'est toujours un petit peu… Mais du coup, ça donne envie d'être partenaire parce que sinon, ça te fait un peu grincer des dents, quoi. Tu fais « Oh mince, c'est toujours gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'elles ont un avantage. En tout cas, elles en tirent un avantage. Il y a aussi toute la partie 12+, enfin les offres commerciales qui sont liées à ce qu'elles livrent. Elles sont rémunérées et en échange, nous, on en tire un avantage où nos backers ne payent pas de frais de port. Voilà, c'est gagnant-gagnant. Voilà. Et l'idée, c'est aussi de dire que, je ne dis pas que c'est le moyen ultime, mais il y a des défauts à ça, peu importe, mais c'est aussi de dire que Kickstarter, c'est pas contre les boutiques ou c'est pas… Ça nuit, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas dichotomique encore une fois, et qu'on peut très bien avoir un système qui cohabite entre les boutiques et Kickstarter. Et puis vous les éditeurs, et puis vous les auteurs et les créatifs. Donc ça c'est la boîte qui se retrouve… Celle-là c'est celle de boutique, ouais. Puisqu'il y avait la Deluxe. Ouais, c'était juste marqué Deluxe ici. C'est pour Kickstarter. Pour Kickstarter. Pareil, bien accueilli, semble-t-il. Vous pouvez vous faire une idée, puisqu'on a tout ce qu'il faut dans la Trick Track télé, et pas forcément que sur Trick Track. Allez voir ailleurs si vous le souhaitez. Ça, c'est donc l'actualité. D'ici là, il y aura le Kickstarter It's a Wonderful World. Exactement. Et sinon, alors du coup, si on fait un petit tour rapide de ce qui arrive. Alors, on a un autre jeu qui devrait être sur Kickstarter, on va dire entre la fin d'année et le début d'année prochaine. Après, c'est toujours compliqué parce qu'on veut bien faire les projets, on veut pas… Tu vois, il faut finir un projet. Voilà. Donc, qui s'appelle Demio, qu'on a depuis un moment. Qui était à Cannes cette année. Tout à fait. Donc là, on est sur un jeu de gestion majorité. Ouais. Dans un… Gros jeu. Ouais. Un gros jeu, ouais.
Bon, gros jeu, c'est pareil, on finit par ne plus savoir ce que veut dire gros jeu. Mais là, on fonction est de vraiment. quoi on Oui, parle. c'est Mais un bon jeu de gestion. Ouais, Voilà. Il va y avoir plusieurs choses à prendre en compte. draft 2D, combo de cartes, gestion de majorité. Ouais. Gestion de territoire. Enfin, c'est pas un jeu d'affrontement, c'est vraiment un jeu de positionnement. Mhm. Donc là, on aura pareil 2 offres, une offre boîte de base type boutique en bois et une offre un peu plus avancée avec des figurines, D'accord. type, un peu comme, pas forcément en termes de prix, mais l'offre qu'on avait fait sur Outlive, c'est-à-dire une version Oui. retail et une version de Le luxe. collector, ouais. Ok. Donc avec une Deluxe qui sortira pas en boutique. Voilà, et ensuite on travaille, même si ce n'est pas encore sûr, mais bon, sur une extension pour Cerber avec Origames et avec Excellent. Pierre Buty. D'accord. Notamment, Cerber dont vous êtes content. Je me permets du ouais, coup de vous le c'est un demander. jeu qui a très bien marché, donc il est sorti en novembre. Ouais. Et je crois qu'on doit être à plus de 20 000 boîtes monde. Je suis en train de calculer. Et je pense qu'en France, on a dépassé les 11-12 000 vendus, quoi. Ah oui, donc oui. C'est un- On a des reprints réguliers, voilà, donc c'est un jeu qui marche bien. Donc on est content des retours. Nous, on avait vu à la Trick Track TV, ça avait bien rigolé. Moi, je n'étais Ouais, pas ouais. là, mais Ouais. je me rappelle de quelques trahisons. Exact, c'est ce que j'allais dire. Enfin, j'allais dire pas pour tout le monde. Je Mais, vais pas me plaindre, hein, mais... Et donc, voilà, par rapport au retour qu'il y a pu avoir sur des choses, quand on n'était que 3 joueurs ou des choses comme ça, on a essayé à travers l'extension, donc, enfin on essaye en tout cas avec Pierre Buty, de proposer des choses pour enrichir ce qui pouvait être perçu comme un peu plus, un peu moins fonctionnel sur le jeu de départ. D'accord. Donc voilà, on espère que voilà, ça marchera bien. Ouais. Et puis on est content de le faire parce qu'on aime beaucoup Cerber. Et on a donc un dernier jeu pour l'année prochaine, le fameux El Ruego del Touche Touche. Alors le jeu s'appelle El Ruego del Touche Touche. Gardez-le en tête. Je Non. ne pense pas qu'il s'appellera comme ça en vrai. Non, non, non. Non, qui est un jeu, voilà, qui est... On va pas en dire trop parce qu'il est encore... Rebaptisé Mon petit doigt m'a dit. Mais qui a une gamme plus familiale de jeux, voilà. Ça n'a rien à voir avec Chabi, je me rappelle plus comment ça s'appelait. le jeu, Non, là, non. Avec Chabit, non. Ah, non. Mais non, j'ai rien dit moi. Non, El rien à Ruego voir. del Touche Touche. Touche Touche. Non, mais en fait, c'est parce qu'il voulait faire des jeux modernes. Donc, il y a un mec qui leur a dit tiens, j'ai un jeu digital. Et en fait, Non, ils non. se sont fait avoir. Donc c'est voilà, c'est un peu familier. Donc on l'espère pour Cannes. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Et sinon on a aussi 2 jeux plus enfants-famille, dont un que tu connais pas trop mal. Ça va être chaud celui-là. Je me mettrai, je sais pas trop où, on en parlera, on verra. Tu pourras te mettre là et là, faudrait que tu fasses comme ça. Tu feras Mais auteur. oui, c'est vrai. auteur- ça sera Moi je me bien, mettrai en ça. présentateur. C'est ça, d'accord, allez. Donc voilà, on a 2 jeux. Un jeu enfant-enfant et un jeu Enfant famille. enfant-famille que nous faisons avec toi, qui sortiront 2020, je ne sais pas exactement. J'en profite parce qu'on me pose des questions. Alors, il y a déjà un petit retour, mais je suis content de le faire parce que c'est du coup du côté de Sajou, jouer Sajou. Il n'y a rien à perdre pour personne dans ce partenariat. Donc, c'est visiblement un témoignage de quelqu'un qui est dans ce partenariat. Donc, Alors ça joue, c'est une boutique en Belgique, non? Je ne sais pas. Il y a des boutiques partenaires en Belgique? Non, en fait, c'est qu'il faut reconnaître que ce partenariat, il tient beaucoup, et on veut les remercier, à BlackRock, qui fait donc notre distributeur France, qui fait qui travaille comment on dit, sans marge, quoi, pour pouvoir distribuer ses boîtes, qui fait aussi des offres commerciales, Oui, donc, qui gère les il y a un envois. effort là-dessus. Les commerciaux aussi sont en lien avec les boutiques. Mhm. Et sans BlackRock, on ne pourrait pas le faire. Donc ça veut dire qu'à l'étranger, c'est vite compliqué, soit pour des plus petites structures, soit pour des structures D'accord. avec lesquelles on est moins en lien. Enfin voilà. Donc ce partenariat-là, il marche en France et pour les boutiques et pour nous, parce que BlackRock fait aussi un effort assez Donc ça important voudrait dire, dessus. pour que ça fonctionne, alors là on peut lancer la discussion, pour que ça fonctionne en Belgique, il faudrait que votre distributeur en Belgique s'approche de ces conditions-là. Ouais, pour mais c'est que- compliqué pour lui parce qu'il est D'accord. sur une échelle beaucoup plus petite. Ah oui, il y a ça aussi, tu as raison. Ouais, d'accord. Donc, Voilà, c'est... ouais, tout tenir d'un coup, c'est Et quand puis même pas en France, évident. on est là pour soutenir la démarche commerciale de BlackRock, ce qui n'est pas facile aussi dans d'autres pays, puisqu'ils n'ont pas la boîte de jeu pour aider. Ouais. Donc ils doivent tout faire tout seuls, et la partie commerciale, et la partie démarchage, et la partie suivi, et la partie SAV. Ça commence à être un peu lourd pour eux de faire ce type d'offre. Ouais. Autre petite question, et là du coup plus pour découvrir un petit peu le quotidien de la boîte de jeu. Alors tu me diras, on pourrait poser les mêmes pour Origames. Le développement à la boîte de jeu, vous avez grandi l'équipe, donc du coup on nous demande maintenant vous êtes combien?
On est 362. Un par jour, on en embauche un par jour, et c'est super Non, agréable. on est 4. 4. Donc, il y a les 2 Benjamins. Ouais. Donc, c'est facile parce qu'ils s'appellent pareil. Voilà. Ça fait presque 1. Il n'y a qu'un salaire. Ah oui, il n'y a qu'un salaire. On les paye Bah, qu'une dis fois. donc, Benjamin, ton salaire. c'est un mois sur 2. Tac, tac, on Ils vont flèche. être joyeux, ils vont être contents de la Non, il y en prendre. a un Parce qui qu'il n'y a pas les noms de s'occupe. famille sur les fiches de paye. Donc, si regarde cette affiche, hop, c'est la même. Donc, il y a les 2 Benjamins. Un qui s'occupe de la partie export, de la partie une graphique quand on fait les jeux en interne ou en lien avec Igor quand on les fait avec Ori Games. Et qui s'occupe un peu de la com, tout ça. Et un qui s'occupe de la compta, de l'administratif et des vidéos 3D sous Blender. Alors ça, c'est un profil assez difficile à trouver, c'est-à-dire graphiste 3D comptable. C'est biclassé rare. Hein, quand même, hein. C'est pas mal rare, ouais. Donc on a celui-là. Et ensuite, on a Greg, donc, qui est arrivé depuis septembre. Qu'est-ce que tu fais déjà? On t'a employé pour le café. Les tiramisu. Ah, c'est vrai que t'es balèze. C'est déjà pas mal. Non, il fait développement. Ouais, développement, sourcing, communication. Il fait le community Kickstarter, manager sur les du KS. Kickstarter. Ouais. D'accord. Et puis il fait un travail qui revient toujours au dernier qui arrive à la boîte de jeu, répondre aux boîtes email. C'est un truc qu'on se refile, et le dernier qui arrive, tac, les boîtes email. Répond aux demandes de SAV, les questions et Ouais. tout ça, c'est toi qui t'en occupes. Ouais. Là, c'est à Greg qu'il faut s'adresser. Et puis moi je fais du développement et du sourcing aussi. D'accord. Et après je fais la partie, je sais pas comment on dit, business plan. Oui, Voilà. oui. En termes, on nous pose aussi la question, là pour l'instant on n'a parlé que de création, développement interne, jeu signé, la localisation. On en a fait une avec Montana. Ouais. Ça a été, enfin on aimait beaucoup le jeu, donc voilà, pas de souci là-dessus, mais ça a été compliqué. Et le jeu il devait arriver en février, il nous le livre en juin. Au final, les marges, tu vois, c'est toujours réduit. Il sort à un moment où nous on n'a plus le temps de le défendre parce qu'on a d'autres projets. Ouais. Donc notre planning est tout chamboulé. Au final, je dis pas qu'on n'y reviendra pas, qu'on le fera pas, que ça peut pas être le cas sur un projet qui nous plaît ou un coup de cœur. Maintenant, c'est pas vraiment un axe qu'on développe parce qu'on a nos projets en interne et que finalement, on se rend compte qu'on arrive mieux à promouvoir nos jeux et à défendre nos jeux. C'est plus compliqué sur des localisations. Donc, voilà. Ça devient. Du coup, d'ailleurs, en termes de coédition, vous répartissez. Il y en a un qui fait la communication, l'autre qui fait les salons. Alors, on a un C'est espèce de partagé, en truc fait, de. hein. Ouais. On fait des tests, on échange. La partie graphique, souvent, pour une bonne partie, c'est Igor qui s'en occupe, donc chez Ori Games. Ori Games, d'accord. Voilà, mais après, on est dans un échange permanent. Ouais, c'est ça. J'ai des avis bien arrêtés sur les choses. Aller-retour, Des fois, on se frite un peu, mais voilà, c'est toujours D'accord. bon enfant et il n'y a pas de règles en tout cas. D'accord, c'est pas décidé, arrêté, Il reste- contractualisé. Non, il reste que c'est plutôt Ori Games qui fait l'exécution graphique, c'est-à-dire le formatage, choisir les pictos, etc. Même si on a un échange régulier, c'est plutôt. Et l'exécution des règles. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on leur tire le bal à la tête, c'est-à-dire le maquettage des règles, la façon dont on explique le jeu, etc. Et nous, on va être plus sur la partie stratégie commerciale ou développement, même si après en développement, on a des échanges réguliers avec Rodolphe et avec Guillaume. D'accord. Bah là, en plus, comme il y a la partie Kickstarter, donc ça, c'est plus du ressort de la boîte de jeu. D'accord. Voilà, et puis après, après, il y a aussi Benoît qui a vraiment un cœur très particulier pour le jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as eu un proto, C'était boum à fond. c'était à fond. Ouais. Je crois que je ne sais plus, c'est au bout de 2 semaines. Hein, Ouais, en fait, quand j'ai fait le mode solo, parce que donc j'ai créé le mode solo à T'es en partir du transe. jeu de Frédéric, T'es en transe. j'y ai vraiment beaucoup joué. À un moment, je leur ai sorti un tableau Excel de stade de partie et c'était assez rempli, quoi. La vache. Et ça m'a permis d'ailleurs, le mode solo permet vraiment d'apprendre Beaucoup de choses. bien le jeu parce que voilà la façon dont il fonctionne. Et donc ce qui était drôle, c'est que je faisais des retours à Fred en lui disant ouais, cette carte elle est un peu trop forte, cette carte elle est pas assez forte, ou celle-ci elle marche pas. Et il me disait bah ouais, ça je le sais, dans mon tableau Excel elle est à -0,3 ou à +0,1 parce qu'après tout peut pas être donc, il y a des bien choses sûr. qu'on fait en fonction. Ouais. Et du coup il me disait ah, c'est marrant, tu connais aussi bien le jeu que mon tableau Excel. C'est là où je me suis dit que j'avais beaucoup joué. Ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est important ça aussi de préciser parce que souvent la plupart des joueurs ont une fausse idée par rapport à ce qu'est un équilibrage de jeu.
un équilibrage de jeu, effectivement, c'est pas quand tout est à zéro. Tout à fait. Quand, Le c'est bon, pas ça, un en tout cas, le équilibre. bon équilibrage, on le dit, ça se dit en tout cas en termes de game design. C'est vrai que mathématiquement, le jeu peut être équilibré. S'il est chiant comme la mort, c'est pas Ben, forcément c'est- un oui, bon oui. équilibre. Voilà. Puis surtout, Puis il y a l'équilibre ressenti, Ouais. tu l'as déjà suffisamment explicité dans les articles ou en réponse à des commentaires. On a l'impression que mathématiquement, derrière, ça a été pensé autrement, mais peut-être qu'en fonction de la façon dont vous jouez, ça déséquilibre mathématiquement. Donc il y a des tas de choses auxquelles on ne pense pas Puis il y a forcément l'équilibre derrière. situationnel aussi. Oui, tout à fait. mais ça après, Certaines cartes qui peuvent être très fortes Dans une situation. bien précise. Et... bah ça c'est tout le travail qu'on a fait, parce qu'il y a eu plusieurs versions de ce jeu-là, avec plusieurs thèmes. Et sur cette dernière version, il y a eu un gros travail avec Frédéric pour pas que les cartes elles soient toutes équivalentes, mais qu'elles soient toutes intéressantes, ce qui est vraiment différent. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y en a qui soient, tu vois, on avait des cartes qui valent 15 points, donc d'un coup tu te dis 15 points, mais elle va être intéressante dans certaines situations et pas dans d'autres, donc il faut savoir identifier à quel moment c'est pertinent ou pas. Et le travail de faire dans un jeu de draft, il faut que tu aies envie de certaines cartes et qu'il y en ait d'autres qui t'intéressent moins et que tu aies des dilemmes. Et c'est beau, c'est ça. Et en Et fait, si c'est- tout est équivalent, c'est là où ça marche pas. on cite souvent Magic en exemple de jeu équilibré, mais surtout pas. En fait, Magic, c'est un jeu bien déséquilibré. Oui, mais bien, dans le Ouais, sens voilà. où bien Ouais, fait. bien, oui, Il est réfléchi. bien fait, bien des équilibres réfléchi en termes réfléchis. d'équilibre. Et du puis- coup, effectivement, là, on est aussi sur un jeu de draft. Ouais. Et, ta connaissance du jeu, Elle te fait tout. dire, voilà, ah oui, on est dans cette situation-là, donc si je lui passe cette carte-là, c'est vraiment trop avantageux pour lui. Alors que si finalement, effectivement, si tout était équilibré à zéro, On tu s'en peux, fiche. tu peux donner Prends n'importe n'importe quoi Ça, c'est et très prendre important n'importe parce quoi. que Ouais, le je fait, comprends bien, c'est le fait qu'il y ait intéressant. 140 cartes, que suivant le nombre de joueurs, on ne joue pas toutes les cartes. Nous, on l'a beaucoup joué à 3 joueurs. Donc à 3 joueurs, c'est la configuration où on voit le moins de cartes. Parce que même à 2 joueurs, on en voit un peu plus. Et des fois, les gens ils me disent « Ah ouais, j'ai pas eu de chance au tirage ». Donc c'est un sentiment qui est normal de ressentir ça, mais je sais que pour avoir fait, comme je disais, des centaines de parties, moi, j'ai jamais pas de chance au tirage. C'est-à-dire que le jeu, c'est de savoir se débrouiller avec ton tirage. Et j'ai jamais fait des scores ridicules. Enfin, sans vouloir, parce que si j'ai plus d'expérience sur le jeu, mais toi non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'expérience du jeu fait que Sauf tu en public, que tu arrives à tout. Plus tu connaîtras le jeu, plus tu arriveras à maximiser. à maximiser tes points et à jouer les premières places. Alors c'est rigolo parce que c'est pourtant pas tant un jeu d'opportunisme, au sens où il faut savoir sauter sur la bonne occasion, mais c'est vraiment maximiser, c'est-à-dire que maximiser le potentiel de fonctionnement des cartes entre elles. C'est ce que j'explique souvent dans un jeu, c'est-à-dire qu'il y a les points, il y a la carte et il y a combien je dépense pour avoir combien. Coût-bénéfice. Exactement. Et ça, c'est comme ça que moi je joue au jeu, c'est-à-dire combien j'ai dépensé pour que ça me produise combien et que ça me rapporte combien. Et c'est ça qui est important à maîtriser sur ce type de jeu. Et c'est ça qui crée la grande profondeur du jeu. Même là, on a pas mal parlé des campagnes, mais rien que le jeu de base, Oui. moi, je trouve qu'il a une profondeur de dingue. Mais à chaque partie, tu vois très bien les erreurs que tu as fait. Du coup, tu as envie de Tu parles en rejouer. connaissance de cause. Oui. Non, non, mais c'est vrai. Et quand on parle d'équilibrage situationnel, une carte que tu mets en production, tu te rends compte que tu l'as peut-être fait trop tôt ou trop tard, et dans une autre partie, tu la referas pas, mais dans une autre partie, elle revient et tu dis, ah, par contre, dans cette partie-là, si je la fais au même moment, là, elle sera peut-être plus Là, ça efficace. sera- ouais. Du coup, il y a vraiment une grosse profondeur, déjà, rien que sur le jeu de base. Je trouve que toutes les parties sont différentes. Ouais. Alors que tu en as fait beaucoup. Oui, et surtout, toutes les stratégies sont viables. C'est ça qui était important pour moi. C'est pas voilà, que ce soit neutre, mais que tu puisses. Il n'y a pas une façon de gagner de. Ah ouais, il faut tout le temps faire ça ou faire ça. Tout est viable et j'ai gagné avec toutes les strates du jeu sans problème, quoi. Je pose encore quelques questions. Vas-y. Visiblement, il y a parmi nos internautateurs et tatrices des fans de Outlive. L'extension Underwater, si je ne m'abuse, vient aussi de sortir. On est dans la Elle a dû début d'année. sortir en janvier, je C'est crois. ça, en début d'année 2019. Des gens sont fans du jeu. Il y en aura d'autres? C'est pas prévu? C'est peu probable. D'accord. Après, C'est le deuxième, Joker, ok. non, après, on aime beaucoup Outlive, donc on discute des fois avec Greg de choses, mais pour l'instant, en tout cas, il y aura. Il te faut du temps de cerveau aussi. Ouais. Hein, Oui, Voilà. Mais voilà, en tout cas, il est peu probable qu'il sorte une autre extension pour le jeu tel qu'il est. D'accord. Ah, pour le jeu tel qu'il est. Autre chose, du coup. Ça, j'avais l'impression d'avoir rien dit. Ah, Le bah, mec bah, déduce bah, des trucs de j'ai rien dit, quoi. C'est ça. Pas On mal. est dans un jeu politicien. Tu as Voilà. répondu de façon politiquement correcte. Et j'ai fait 8 ans de politique Dans avant cette- ça. hein. dans Et en ce- même temps, De cette façon-là, non.
Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une Ah. autre façon? C'est Ouais. pas... Bon, bref. Autre petite question, Benoît. Un jeu de ta main, puisque tu as commencé... Enfin, alors j'allais dire tu as commencé. Non, c'est pas tout à fait vrai. Mais 10 Minutes to Kill... Si, j'ai commencé avec Invasion. Invasion, oui, tu as raison. Invasion, 10 Minutes to Kill, qui Ouais. sont les deux premiers de la boîte de jeu et qui lancent un petit peu, particulièrement 10 Minutes to Kill. D'autres jeux de ta main? J'ai dû me résoudre que j'étais pas un auteur vraiment super brillant. Je fais du développement, quoi, après, mais je suis meilleur pour fructifier les jeux des autres. Non, après, alors j'ai moins le temps, ça demande quand même du temps de créer un Ce que jeu. disait aussi Greg. Hein, Et j'ai moins de patience, je dois reconnaître, parce que faire un jeu, il y a des protos à faire, donc il faut déjà créer toutes tes cartes, les découper, ou les plateaux, puis tester, puis ça marche pas, puis recommencer. Et j'ai moins cette patience aujourd'hui où chaque fois que j'en fais des protos, mais en fait, j'ai tendance à tout changer d'un jeu, à vouloir aller trop vite, à pas prendre le temps de faire la technique des petits pas. Et du coup, je reconnais que tout seul, en tout cas, j'ai plus la patience et le temps de faire un jeu. Ouais. Parce que même un 10 to Kill, qui était finalement un jeu assez simple sur le papier, ça m'avait pris pas mal de temps. Et c'était une époque où je travaillais pas, j'étais au chômage. Ouais. Et donc, Et donc on en revient au temps voilà, de cerveau j'avais disponible. et hein. puis le temps, on en parle des fois dans d'autres milieux, mais le temps de s'ennuyer, c'est-à-dire que c'est dans l'ennui et dans le temps perdu où tu peux avoir de la créativité et penser à des choses et te poser pour réfléchir entre guillemets à rien. Et on est aussi, moi le premier, dans un monde où je trouve qu'on s'ennuie de moins en moins. On a nos téléphones et je dois reconnaître que plus j'utilise mon téléphone, moins je crée des choses. Ouais. C'est un Rodolphe, peu triste. Tu t'ennuies? Bah non. Bon, bah, Force est de pas constater encore que- de prototype de Rodolphe, il ne Non. s'ennuie pas. Oh non, non. Mais voilà. Dernière petite question, pour ceux, ça marche de plus en plus, qui voudraient éventuellement être un ambassadeur de It's a Wonderful World, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous l'avez prévu? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent le faire découvrir? On a actuellement 30 ambassadeurs pour It's a Wonderful World dans 12 pays différents. D'accord. Donc on a fait une sélection, on a déjà attribué. D'accord, là pour le coup, c'est pas la peine de vous recontacter. c'est Dans déjà ce jeu-là, non, c'est déjà Pour ce fait, jeu-là, c'est déjà et fait. acté et c'est déjà en cours. Les ambassadeurs ont déjà les prototypes et Il y a une liste quelque part, on peut savoir qui contacter, à quel endroit pour le jouer avant. alors on peut me demander à moi Voilà, donc contactez Greg pour Voilà. savoir où est-ce que sont les protos. C'est lui qui répond par au mail. donc, C'est ça, c'est lui Par qui répond au email. mail. Après, donc on est obligé de faire une sélection, puisque, bon, ne serait-ce qu'une question de pure rationalité de coût, Oui, j'imagine, C'est qu'un sinon, on proto verrait comme ça- 170 boîtes. ça coûte quand même une bonne centaine d'euros, plus les envois, plus ça demande du temps aussi. J'ai trié à la main moi-même tous ces petits Tous ces cubes là petits cubes, pour ouais. les 30 boîtes. Ça a été 10 000 cubes qu'on a reçus à trier. Mais voilà, donc on a une sélection d'ambassadeurs et après à chaque campagne, souvent il y en a qui arrêtent ou on en a besoin de différents, donc on réouvre, mais c'est toujours compliqué. Il y a plus de gens qui sont refusés que de gens qui sont acceptés. C'est pas, enfin, on Sinon- reçoit 300 demandes et on a 10 places. Bon, Oui, il y aura 10 il y a 290 déçus. on commence aussi une tournée là, de démos. D'accord. Donc on a déjà mis pas mal de dates en place et d'ici demain on va faire un récapitulatif de toutes les dates. D'accord. D'ici demain. Bah, oui. Ouais, ok. Non, Non mais moi, Bon, allez, demain ou après-demain. vous tapez Rodolphe hein, si ça y est pas demain. non, je sais pas. Ouais. Après-demain Ok. alors. Bon, on va dire après-demain. Et puis comme c'est Non, mais- férié, ben non. c'est pas Ah, ça sera Ah, jeudi, oui, bien joué. Non, mais en tout cas, voilà, c'est sur nos pages Facebook, on va mettre une liste de toutes Ouais. les dates et on a déjà créé pas mal d'événements. D'accord. Oui, Il y dans en des a- boutiques, il y en a dans des cafés. différents, voilà, il y en a Donc il plein. sera possible de trouver, de jouer à It's a Wonderful World. Et après, pour les ambassadeurs, bon, c'est toujours. Voilà, mais nous, on leur demande d'être le plus sincère possible avec les gens. Donc, on les oblige pas à dire du bien. Ou ils sont vraiment, on leur envoie le jeu, ils y jouent, ils aiment pas. En tout cas, d'être assez sincère dans leur retour. Ah oui, d'accord. Donc tu peux t'être inscrit en tant qu'ambassadeur et finalement pas aimer le jeu, mais du coup il vaut peut-être mieux le. Nous, ce qu'on leur envoyer. demande, bah, pour être très, c'est de, ils ont le droit de dire qu'ils n'ont pas aimé ou c'est de pas s'acharner sur le jeu. D'accord. Voilà. Pas de Ce qui est pas pas, enfin, destructif. ça devrait être assez presque Naturel. naturel Je suis pour tous les jeux, mais, Ouais. mais en tout cas, voilà, on leur dit vous acharnez pas, mais ils ont le droit de dire non, bah, c'est pas bien, peu importe, on les oblige pas à dire que c'est bien, ils ont aucun. ils signent aucune charte, aucun. Voilà. Ouais, c'est. C'est vraiment, ils reçoivent un jeu, ils essayent et ils donnent leur avis, parce qu'après, moi je me dis même pour eux, c'est-à-dire qu'eux, en tant que personne, ils parlent à d'autres gens en leur disant j'ai aimé, ils s'engagent un petit peu, il ne faut pas que ce soit forcé, quoi. Ils Oui, ne ouais, sont je pas là comprends. pour faire la démarche commerciale de comprends. la boîte de jeu. Et donc là, il doit y avoir
Vous pouvez trouver des avis donc sur Trick Track, BGG, sur BGG, voilà, il y en a des reviews en français, en anglais. Ça permet de se faire en allemand, ouais, et de se faire son avis et de se dire est-ce que le jeu il est pour moi ou pas. En plus de la magnifique Trick Track TV que nous avons tournée. Et il dit pas ça du tout parce que non rien, on a dit qu'on spoilait pas la fin. Voilà, c'était le petit. Attends Rodolphe, l'actualité Origames. Ah ben il y a plein de choses. Je suis en train de me dire Guillaume, coédition, mais il faut poser les mêmes questions. Non, mais c'est pas grave. C'est encore une demi-heure là. Bon, on a dit qu'on se voyait bientôt. Oui, on se voit bientôt. Mais enfin oui, grosso modo, on va avoir pas mal de. Pandai. Il y a Pandai qui vient de sortir. Pandai vient de sortir. Et puis après, on a. Alors en Origames, on a pas mal de localisations. D'accord. Donc des localisations qui viennent de chez Osprey. De façon imminente, il y a le grand jeu, deux jeux de Reinhard Knizia d'ailleurs. D'accord. Donc il y a le grand jeu qui s'appelle High Society dans sa version originale. Et puis Sakura, les Jardins de l'Empereur. Donc ça, c'est les deux sorties imminentes. Toujours chez Osprey, on aura d'autres, dont Cryptid, jeu que vraiment j'adore. Ouais. Voilà. Un petit côté Tobago pour ceux qui connaissent. Mais ouais. Indices qui convergent. Ouais. Mais sauf que là, oui, c'est pas toi qui crée les emplacements, les emplacements et les indices, oui, tout à fait. Donc après, et puis après, il y a plein de sorties aussi avec Renegade, bien sûr. Renegade aussi. Ouais, donc voilà, ça on reviendra parce qu'il y a pas mal beaucoup de choses à dire rien que pour ça. À présenter, ça marche. Merci Rodolphe, merci Greg, merci Benoît, merci à vous, merci d'avoir participé et c'est ce qui rend aussi vivant ces petits papotages par vos questions, vos interrogations. Merci donc d'avoir partagé ce petit moment autour de It's a Wonderful World et de l'actualité boîte de jeu Origames. Je le rappelle, c'est un jeu de Frédéric Guérard illustré par Anthony Wolf. Boîte de jeu Origames 1 à 5 joueurs, il y a donc le module solo, 14 ans et 30 à 60 minutes, 45 minutes en moyenne, avec le jeu de base, en sachant qu'il peut aussi se jouer en mode héritage, petite campagne, etc. Tout ça, vous le découvrirez, puisqu'on n'a pas pu tirer les verres du nez de Benoît. Pendant la campagne. Avec fait le malin, si, il y avait vraiment des En fait, ils vont faire des arrêts sur image, ils vont agrandir. Allez, c'était It's a Wonderful World. Merci Germain pour la réalisation, merci à tous d'avoir été là. Amusez-vous bien, toujours, encore et à chaque fois. Ciao! Salut!